êtes sur Télé Sud et vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans le journal des correspondants. Dans ce numéro, nous serons au Cameroun, au Congo et au Gabon. Cap tout de suite sur le Cameroun. Le lancement dimanche dernier du Sango Coin, la crypto-monnaie de la République centrafricaine, suscite des réactions au sein de la classe dirigeante du pays en osmose avec ce projet gouvernemental. Nos correspondants au Cameroun ont interviewé Marcel Gouchanga, la chargée d'affaires de l'ambassade de la RCA à Yaoundé, qui félicite cette initiative du chef de l'État centrafricain, Mathieu Wamba et Pierre Parfait Ndongo. Lancé officiellement dimanche par le président Faustin Archange Touadéra, le Sango Coin, la monnaie virtuelle centrafricaine, est effective. Un projet ambitieux qui permettra à la République centrafricaine d'engager une réforme économique véritable. Une vision à laquelle adhèrent totalement les officiels de ce pays. Je dirais que la nouvelle de la crypto-monnaie peut s'annoncer comme une planche de salut. J'en suis convaincu, en ce qui me concerne, j'en suis convaincu pour le peuple centrafricain. Pour la chargée d'affaires de l'ambassade de République centrafricaine au Cameroun, c'est une opportunité pour le pays et ses habitants qui pourront désormais intégrer le tout numérique, jusqu'ici resté un luxe. Le projet facilitera non seulement les échanges avec les partenaires de la sous-région et au-delà, mais cette monnaie est une chance pour la diaspora centrafricaine. Au niveau des transferts, des fonds au niveau de la diaspora centrafricaine vers la République centrafricaine, ça sera à moindre coût par rapport aux virements bancaires internationaux qui se font assez cher aujourd'hui. Et parfois, vous le faites, ça traîne. Ou bien un parent qui veut envoyer de l'argent pour son enfant, ça traîne. Donc à ce niveau déjà, la population est consciente à ce niveau. Pour ceux qui s'inquiètent des relations avec les institutions financières et monétaires internationales, la Centrafrique n'a jamais rompu sa coopération et espère même la renforcer. Toute réforme n'est pas acceptée du coup, mais je pense qu'à l'avenir, tous ceux qui sont nos partenaires comprendront le chemin que la République centrafricaine est en train de suivre. Nous allons faire ensemble avec les autres pays qui pensent, qui croient en notre capacité de réussir avec la crypto-monnaie. La République centrafricaine, avec ses innombrables ressources minières et minéralières, sait pouvoir compter sur le dynamisme et l'esprit patriotique des siens pour l'atteinte de ses objectifs avec la nouvelle vision du président Faustin Archange Touadéra. Les autorités centrafricaines sont en train de travailler dans ce sens. Le ministre des Finances, qui assure même la présidence au niveau de la COBAC, est à pied d'œuvre pour essayer de trouver des arguments qui puissent convaincre ces institutions sous-régionales afin de comprendre le pourquoi la Centrafrique s'est engagée sur cette voie de la crypto-monnaie. Aux côtés du franc CFA, la crypto-monnaie centrafricaine permettra à l'Afrique de créer le premier crypto-hub africain à fiscalité nulle. Au Gabon, le gouvernement procède à une augmentation du fonds de solidarité en vue d'une prise en charge plus efficiente des Gabonais économiquement faibles. Un peu plus de 33 milliards de francs CFA seront injectés dans l'économie du pays avec une priorité faite aux hôpitaux publics. Une très bonne nouvelle à la fois pour les gouvernants, également pour les syndicalistes, le personnel soignant des structures publiques et la population concernée. Muriel Ndoyengene et Joël Tatou. Le fonds 3, qui finance donc la prise en charge par la CNAMGS des Gabonais économiquement faibles, c'est une contribution qui, à l'instar de la TVA, voit son niveau évoluer en fonction de l'évolution de l'activité économique. Voilà qui est clair, alors plus d'inquiétude à se faire, la prise en charge sanitaire et médicale des Gabonais économiquement faibles qui a connu de graves perturbations au cours des 2 derniers mois est désormais réorganisée grâce à une plus-value économique et d'une volonté des plus hautes autorités du pays. Ainsi, les défendeurs de l'hôpital, le personnel médical et syndicaliste restent confiants.
Et nous osons espérer que tout ce qui a été dit, ce fonds-là qui a été renforcé pour les Gabonais économiquement faibles, qui désormais seront pris en charge dans les hôpitaux et trouveront à l'hôpital l'eau lit, le médicament, l'eau consommable, de quoi faire les examens, sans qu'on ait plus à faire d'ordonnance et dire aux parents, allez dans les officines privées la nuit, le jour, pour chercher les médicaments ou faire des examens. Nous osons espérer que les grèves sont derrière nous et que nous pourrons présenter, gérer notre art et les Gabonais nous jugeront au pied du mur. Pour le gouvernement, il est question ici de repréciser les choses en vue d'un meilleur fonctionnement de l'assurance maladie CNAM-GS au profit des Gabonais économiquement faibles. Lorsqu'on regarde l'architecture des dépenses de la CNAM-GS, c'est environ plus de 55% des fonds qui sont orientés dans le privé. La CNAM-GS a été mise en place par le président de la République, chef de l'État, pour pouvoir financer les hôpitaux publics. Or, aujourd'hui, nous rendons compte que ce sont les hôpitaux privés, les cliniques privées, qui prennent la grosse part de ces financements. Donc là également, sur la base des très hautes instructions du président de la République, nous allons inverser cette tendance pour pouvoir refinancer le système de santé publique et faire en sorte que le plus grand nombre de la population qui va dans ces hôpitaux publics puissent trouver des soins adéquats et des soins de qualité. Né de la volonté du chef de l'État Ali Bongo Ondimba il y a quelques années, l'assurance maladie CNAM-GS, que d'aucuns qualifiaient déjà de mourante, va donc reprendre du souffle dans le but de soulager le plus grand nombre dans la prise en charge médicale, tant sur le plan local qu'à l'extérieur du Gabon. Au Congo-Brazzaville, les agents de l'armée, la police et de la gendarmerie ont voté par anticipation lundi pour les élections législatives du 10 juillet. Notre correspondant sur place, Louis-Marcel Satou, a suivi pour nous ce scrutin. Voici son reportage. Dès 7 heures, l'administration électorale a ouvert les bureaux de vote pour permettre aux éléments de la force publique d'accomplir leurs devoirs civiques. Policiers, militaires et gendarmes ont répondu présents dans les 69 sites retenus à travers les 9 arrondissements de Brazzaville pour voter par anticipation leurs candidats aux élections législatives et locales de ce 4 juillet. Ce qui est important pour nous, nous organisons l'élection au niveau national. Et j'ai pu constater tout à l'heure que dans le bureau de vote, il y avait plus de 15, entre 15 à 20 délégués des candidats et listes de candidats. C'est l'adhésion des Congolaises et des Congolais à notre processus démocratique, qui s'exprime également par des élections, par l'organisation d'élections périodiques. Quelques faiblesses constatées dans l'organisation dans certains bureaux de vote ont été relevées par le président de la CNI, Henri Bouka. Tout cela constitue ce que j'appelle des faiblesses en matière d'organisation, en matière d'installation d'un bureau de vote. Et ce vote de test nous permet de corriger toutes ces faiblesses-là. Un scrutin reporté dans quelques localités. Il s'agit de 3 ou 4 localités. Donc ce sont des effectifs tout à fait marginaux. Mais nous les faisons voter, nous créons les conditions pour qu'ils s'expriment eux aussi. Et nous pourrons le faire demain matin ou plus tard. En somme, on note le bon déroulement du scrutin, a rappelé le président de la Commission nationale électorale indépendante au terme de sa ronde des sites. Parlons pour finir ce journal du lupus, une maladie incurable peu considérée en Afrique, mais qui touche pourtant des milliers de personnes chaque année. Chimène Baleba est allée à la rencontre de Lorraine, une Camerounaise de 21 ans qui est atteinte de cette maladie. Suivez son reportage. Le quotidien de Lorraine a totalement basculé en 2015 lorsqu'elle subit les premiers symptômes du lupus. Élève à cette époque, elle vit un malaise incessant, douleurs musculaires chroniques, éruptions cutanées, fatigue extrême, mais surtout un important traumatisme émotionnel à cause de nombreux préjugés. Je ne vais pas vous mentir, au départ, quand j'avais ces manifestations-là, mon entourage pensait que j'avais le sida.
Vu les éruptions cutanées que j'avais, comment est-ce que j'avais maigri parce que j'étais à moins de 40 kilos. Elle a fait le tour des hôpitaux et a même côtoyé de nombreux tradis praticiens. Et c'est finalement en 2018, en classe de terminale, que Lorraine découvre la source de son calvaire, le lupus. Une maladie rare qui s'attaque au système immunitaire et entraîne une autodestruction de l'organisme. Sa plus grande déception était de savoir qu'elle vivra à vie avec cette anomalie. Je suis obligée de me lever tôt si je veux arriver à l'heure où je vais. Parce qu'il me faut au moins pratiquement 1 à 2 heures de temps pour être prêt. Et à la limite, ça devient frustrant parce que pour mon âge, je sais parce que en fait, c'est ce que je me disais. Qu'est-ce que j'ai pu faire à quelqu'un pour mériter cette maladie? 3 prises par jour, matin, midi, soir. Elle est aussi condamnée à vivre accompagnée, car difficile de réaliser plusieurs tâches ménagères. Comme si elle n'a pas terminé de presser tout à l'heure la serpillière complètement, je vais la l'essorer complètement, vous voyez un peu, parce qu'elle manque de force. Elle ne peut pas aller jusqu'au bout de certaines choses. Lorraine a dû cesser ses études très tôt, en première année à l'université, filière lettres modernes françaises. Elle s'est tout de même lancée dans le cinéma. Mais peut-on réellement fonder une famille face au regard de la société? C'est la question que se pose la majorité des personnes atteintes de lupus. C'est tous les hommes qui vont t'accepter avec ta maladie, avec ta situation. Là, on ne sait pas. Donc, c'est encore une question que je mets entre parenthèses. Mais c'est vraiment mon rêve, avoir les enfants, avoir un foyer et tout. Pour en savoir plus, nous la suivons à la rencontre d'un des rares spécialistes en charge de cette maladie, non loin du centre-ville de Yaoundé. La prise en charge est délicate, car les sources de la maladie restent jusqu'ici inconnues. Pour une raison ou une autre, on en parlera au niveau des causes, le corps se met à s'auto-détruire. Il produit des substances contre lui-même. On ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas ce qui... Il n'y a aucune prévention. C'est une maladie très peu considérée par les Camerounais et les pouvoirs publics, car l'on dénombre jusqu'ici un nombre de cas restreint. Pourtant, elle tue chaque année et touche surtout les femmes dont la tranche varie entre 15 et 45 ans. La psychothérapie, c'est également un traitement, parce que ce n'est jamais facile de dire à quelqu'un, ok, vous avez une maladie qu'on, entre guillemets, on ne soigne pas. À 70 à 90%, le lupus touche les jeunes femmes en âge de procréer. Seule, une association solidaire basée à Bafoussam dans la région de l'Ouest apporte un important soutien aux victimes de lupus. Tous sont appelés guerriers et organisent chaque année des marches pour sensibiliser et attirer l'attention des pouvoirs publics, mais surtout susciter de l'espoir face à ce tueur silencieux qui endeuille de nombreuses familles dans l'ombre. C'est tout pour ce journal des correspondants. Merci de nous suivre, merci de rester fidèles au programme de Télé Sud. À la prochaine.